Salut Sophie Salut Florian. et salut Laurent. Salut. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. On est à 3 pour cet épisode un petit peu spécial. On aura la chance de vous parler de sciences participatives, mais pas que, ce sera après le générique. Comment ça va Sophie ? Eh ben, très bien, en plus on a la chance d'avoir un super invité aujourd'hui, alors... Effectivement, on a la chance d'avoir un super invité aujourd'hui. Laurent Cousy, bonjour. Bonjour, que d'honneur. Que d'honneur pour nous. Merci beaucoup d'être présent dans cette émission du Courrier de la Sterne, un petit peu particulière. Vous êtes responsable du service connaissance au siège de la Ligue de protection des oiseaux. En quoi consiste ce poste ? Eh bien, il consiste à collecter et des fois à construire de la connaissance pour un petit peu mieux comprendre comment se portent les populations d'oiseaux en France. Donc, en clair, c'est le travail d'une petite équipe d'une dizaine de personnes que de construire, animer des dispositifs. On rentrera sans doute dans le détail, mais en clair, ce sont des protocoles, souvent de sciences participatives, qui consistent à suivre des morceaux de l'avifaune de France, c'est-à-dire des compartiments, c'est-à-dire des groupes d'espèces qui ont des biologies proches ou des périodes d'activité similaires. Et donc, tout ça occupe pas mal, demande beaucoup de temps de mobilisation des volontaires sur le terrain, beaucoup d'accompagnement, et puis évidemment, une fois que les informations sont collectées, un petit peu de temps d'analyse, de traitement, de valorisation de façon générale. Mais on y reviendra. On y reviendra effectivement, on va y revenir assez rapidement puisque cette semaine, ce week-end même, puisque l'épisode sort mercredi ou jeudi si on a des problèmes de son, on ne sait pas, hein, tout peut se passer dans l'émission. Mais en tout cas, voilà, l'émission sortira donc ce mercredi et ce week-end, eh bien, il y aura le comptage des oiseaux du jardin, deuxième partie, puisque il y a un comptage qui est organisé au mois de janvier, fin janvier, il est connu d'ailleurs de beaucoup de gens, et puis il y a un comptage un petit peu plus confidentiel qui a lieu généralement fin mai, ce sera le 25 et 26 mai. En quoi il consiste ce comptage, monsieur Cousy ? Alors, il consiste à recenser sur ces 2 jours le public, enfin quiconque a envie de participer, et il n'est pas nécessaire d'être spécialiste pour ça, consiste à recenser, voilà, sur un pas de temps défini, le maximum d'espèces et d'individus pour chaque espèce dans ce pas de temps défini, en l'occurrence 1 heure. Bon, voilà, là on met le paquet sur cette période qui est le printemps. Donc pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est la phase de reproduction pour les oiseaux. Donc c'est une phase assez sensible dans un cycle annuel pour les oiseaux. Et ça ne concerne pas que les espèces communes, ou le rouge-gorge ou la mésange du jardin. Ça concerne en fait toutes les espèces. La période de nidification, évidemment, est une période clé puisqu'il s'agit de perpétuer l'espèce. Donc c'est une période intéressante à regarder parce qu'elle nous dit en creux, quand on regarde comment se comportent les populations, ce qu'il en est finalement des écosystèmes, de la ressource alimentaire qu'il y a dedans, au regard du succès de la reproduction et donc sur le long terme de la tendance des espèces. Donc, ce comptage-là, il est assez crucial parce qu'il s'intéresse à cette période extrêmement particulière et un petit peu centrale, ouais, quand même dans la vie des espèces. Alors au niveau du protocole, vous avez parlé du fait qu'il fallait en gros faire une observation d'à peu près 1 heure. Comment ça se passe par la suite ? Comment on transmet les données ? Il y a un site pour transmettre ces données notamment. Oui, il y a un site qui s'appelle Oiseaux des Jardins, donc qui nécessite évidemment d'avoir créé, je dis évidemment, non, c'est pas forcément évident, mais il faut créer son jardin, c'est-à-dire enregistrer un lieu. Ensuite, il faut le décrire. Donc là, on demande un certain nombre d'informations sur, au fond, qu'est-ce qu'il y a dans ce jardin susceptible d'attirer ou de générer des pressions sur les espèces. Donc c'est typiquement, vivez-vous avec des chats ? 3 petits points. Mettez-vous des nichoirs dans votre jardin, alors pour le comptage hivernal, avez-vous des mangeoires et quel type de nourriture mettez-vous, à quel rythme, etc. Bref, on essaye de collecter un certain nombre d'informations qui seront utilisées
par la suite dans le cadre du traitement de ces données, puisque évidemment toutes ces informations peuvent nous aider à comprendre ou à expliquer certains chiffres dans certains jardins, etc. Juste pour illustrer ça, si vous passez 2 tonnes de tournesol tous les ans dans votre jardin, vous vous doutez bien qu'on va avoir des chiffres importants d'oiseaux et que ça s'appelle un biais. et donc, dans le post-traitement, c'est important d'essayer de mesurer ça pour ne pas dire de bêtises dans les... Voilà. Donc, je reviens à la description du jardin. Donc, une fois que vous avez décrit un certain nombre d'éléments, est-ce qu'il y a des arbres? Est-ce qu'il y a une mare? Est-ce qu'il y a des haies? Quelles sont vos pratiques? Est-ce que vous tondez tous les jours? Est-ce que Bon, bref, ce genre de choses. Une fois que ça c'est fait une fois. Et par la suite, chaque fois que vous allez... que la personne va effectuer un relevé dans son jardin, eh bien, elle va saisir. On doit pouvoir faire plus ergonomique toujours, mais c'est relativement simple d'accès. Ce sont des vignettes qui permettent juste de cliquer dessus si on ne veut pas aller plus loin, ou de cliquer dessus et de dire il y en avait tant entre tel jour, entre 8 heures du matin et 9 heures, ou un autre horaire, peu importe. Donc, voilà, en fait, c'est une saisie par liste qui nous permet d'avoir, en fait, ce qui est essentiel pour nous, une pression d'observation, c'est-à-dire un début et une fin, plus tous les paramètres qui sont décrits autour, on constitue finalement un jeu de données exploitable. Sophie, tu voulais rajouter quelque chose ? Non, pas exactement, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir comment ça fonctionne en France comparé à ce que moi je connais, mais au contraire, j'apprends beaucoup. Je trouve que c'est très bien d'avoir quelque chose qui est ergonomique, spécialement pour le grand public, parce que tout en étant précis, si on est capable de mettre des horaires comme ça, que ce soit de 8h à 9h30 par exemple, ou des choses vraiment des périodes d'observation très, très spécifiques, ça doit pas mal aider pour le travail derrière d'analyse. C'est vraiment des données qu'on peut utiliser, des données brutes, je pense. Tout à fait. En fait, au-delà d'Oiseaux des Jardins, on anime d'autres dispositifs, d'autres protocoles, et systématiquement, au fond, ces protocoles ont été conçus pour répondre à une question. En l'occurrence, Oiseaux des Jardins, la question était, en toute transparence, était un peu floue au départ. En analysant, les premières grosses analyses ont été réalisées il y a 1 an, enfin il y a 2 ans maintenant, mais au bout de 10 ans de suivi. Donc, on a attendu d'avoir un jeu de données conséquent, significatif. Pourquoi ? Parce que quand on s'intéresse aux tendances d'évolution, on a besoin de profondeur temporelle, on a besoin de s'inscrire dans du temps long. Donc, ça ne sert à rien d'analyser au bout d'1 an, au bout de 2 ans. À l'extrême, on a un état zéro, mais voilà. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que comme c'est un dispositif qui s'adresse à un très, très large public, il y a des données qui sont pas utilisables parce qu'il manque des informations dedans, et c'est pas grave, hein. Donc c'est important d'avoir de la masse pour pouvoir se concentrer sur le plus qualitatif, si j'ose dire, et en l'occurrence, il ne s'agit pas pour moi là de vous souhaiter de décourager les gens, c'est pas la question, mais ça c'est la vraie vie des dispositifs de sciences participatives. On collecte souvent massivement, mais après il y a un travail de toilettage, dépistage des informations. Ouais. C'est ça, sinon on dit des bêtises, on n'est pas rigoureux et ça ne va pas. Donc, c'est important de prendre le temps. Voilà. Chaque fois qu'on a un dispositif, un protocole, il y a une question derrière, soit une question de tendance, et c'est le cas de Oiseaux des Jardins, qui vient en complément d'autres protocoles qui s'adressent à des publics plus spécialistes. Mais voilà. Là, en l'occurrence, les premières analyses ont permis de montrer des choses sur la période hivernale, pas encore au printemps, parce que justement, et merci de mettre le projecteur sur le comptage de printemps, parce que justement, il est un petit peu moins populaire, du coup, on a moins de données. Donc, du coup, Ouais. Donc, on va y revenir. Eh ben non, on va y revenir. Non, mais c'est l'effet mangeoire. Oui, c'est l'effet mangeoire, l'effet spectacle, et l'effet volume d'oiseau aussi. Enfin, c'est tout ça. Et dont acte. Enfin, il n'y a pas de problème avec ça. Mais du coup, sur le printemps, on a été moins aventureux sur les analyses et en tout cas les interprétations. Et donc, c'est important de poursuivre et de densifier l'effort sur cette période-là, même si là encore, il y a d'autres dispositifs qui existent de longue date qui nous disent déjà des choses. Donc, par contre, paradoxalement, sur les protocoles pro, on va le dire comme ça, ou du moins experts,
Pour aujourd'hui, on n'a pas encore une vision très nette de ce qui se passe l'hiver, alors qu'avec Oiseaux des Jardins, on a un petit peu plus avancé. Voilà. Intéressant. Plus Il y a de la avancé. masse d'informations, On a plus de, on a plus de masse, on a plus d'antériorité. Après, on a sans doute des biais spatiaux, enfin de répartition, dans le sens où les protocoles experts sont des tirages aléatoires du plan d'échantillonnage, alors que Oiseaux des Jardins, par définition, c'est là où je suis. Et donc, il y a un biais spatial, il y a un biais dans le choix des habitats. Mais voilà, pas grave. Oui, mais il faut en tenir compte. C'est sûr que c'est agglomération après. C'est ça. Pour donner quelques chiffres, c'est selon diapositive de l'année 2023 de la LPO, 95 418 jardins participants dans toute la France. Il y a très très peu d'endroits finalement où il n'y a pas au minimum un jardin qui participe à tout ça. Et sur la période 2022, parce que je crois qu'on n'a pas encore les chiffres de 2023, c'est 28 643 participants en tout, à savoir week-end des oiseaux du jardin en hiver et au printemps. Mais lorsqu'on fait la différence entre les deux, je crois que c'était 22 000 participations en hiver et le reste au printemps. Comment on l'explique ça? Vous avez parlé de l'effet mangeoire, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a aussi, et peut-être la LPO qui devrait davantage communiquer dessus? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour inciter les gens à participer davantage au printemps? Alors en effet, mettre le projecteur un peu plus sur le recensement de printemps est une solution. Après, une piste. Après, moi, en tout cas, c'est ma lecture. C'est l'hiver, les mangeoires, c'est vraiment un truc très très populaire. Il y a généralement donc de l'activité, du spectacle. Il y a un côté peut-être plus attractif que le printemps, où par définition, les oiseaux sont territoriaux. Plus difficile à trouver également. Ouais. Exactement. Donc, non, en clair, moins nombreux, en tout cas en apparence, dans le même espace qu'est le même jardin entre les deux saisons. Donc, les oiseaux sont moins nombreux, c'est moins démonstratif. Il y a même des périodes où ils peuvent totalement disparaître, en gros, pendant une vingtaine de jours parce qu'il faut couver. Et donc, du coup, ça, les champs peuvent baisser aussi. Enfin, ça dépend des espèces, ça dépend. Bref. Mais disons que globalement, il y a une activité un petit peu moindre. Par ailleurs, il fait beau. Il y a plein d'autres trucs à faire dans le jardin. Non, mais voyez ce que je veux dire. Il y a d'autres activités pour les gens aussi qui peuvent arriver. Qui peuvent enfin sortir. Exactement. Et donc, bon, c'est peut-être un peu basique comme analyse, mais voilà. Du coup, les gens sont moins enclins à regarder. Et au passage, c'est beaucoup plus compliqué en fait de comptabiliser sur un pas de temps donné quand les oiseaux sont plus diffus que parfois même on ne les détecte qu'au champ. Et juste c'est pour cette raison que les protocoles experts au printemps, ils sont experts. Peut-être va reconnaître le chant d'un oiseau. Exactement, parce que ça nécessite de maîtriser les chants, pas forcément l'intégralité des espèces d'Europe de l'Ouest, mais en tout cas 30-40 espèces de sa région, ça peut changer d'une région à l'autre sans problème, mais et que ça du coup ça demande une pratique, donc ça veut dire qu'on est impliqué de longue date, etc. Donc ça veut dire que on n'est pas juste amateur de passage, etc. Donc voilà. Mais ça ne veut pas dire que ça doit nous décourager, et donc poursuivons l'effort au mois de mai avec Oiseaux des Jardins. Justement, il y avait en 2020, il y a eu Confiné mais aux aguets qui vous a permis d'enregistrer une très très nette hausse des participations. 39 109 participations, du moins participants. Qu'est-ce que vous en avez tiré de cette période 2020 ? Est-ce qu'il y avait des choses à réutiliser, à refaire pour convaincre les gens ? Qu'est-ce qu'on en a tiré ? Qu'il faudrait qu'il y ait un confinement de façon régulière pour des jeux de données un peu significatifs. Non, je blague. Mine de rien, on s'est aperçu d'un truc, c'est que quand tout à coup, il y a moins de bruit, ou plus de bruit du tout, et que le spectre d'activité potentielle pour un sapiens lambda se restreint, il est capable de se recentrer sur, j'allais dire des fondamentaux, peut-être pas, mais sur son environnement proche et ce qui s'y passe, et de découvrir, parce que quand même, il y a 39 000, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais ça a été 39 109. Assez monstrueux, y compris les sollicitations, parce que du coup, là, on avait de la lecture tous les jours. On s'aperçoit que
les gens peuvent s'emparer voilà, de la biodiversité s'ils sont pas distraits par autre chose. Donc le reste est une distraction. Très bien. Non. Ne faites que de l'ornithologie. Voilà, bien sûr. Donc voilà, je pense que mine de rien, les gens ont découvert, ou redécouvert qu'il y avait du vivant non humain, y compris dans des espaces très urbanisés, etc. Même si il y en a évidemment ailleurs et davantage, mais même jusque dans le cœur des villes, voilà, il se passe des choses. Et que ça, je pense que pour des tas de gens, ça a été peut-être une découverte, une révélation, je ne sais pas. Voilà, après, on regarde la durabilité de tout ça dans le temps, on s'aperçoit que voilà, ça reste éphémère. Voilà. Très honnêtement, expliquer le succès de ça, les gens étaient bloqués chez eux, nous étions bloqués chez nous. On a, nous, proposé ce truc-là. Bon, ça a fonctionné. Ils font une offre, une proposition comme une autre qui coûtait rien, qui demandait rien de plus que ce qu'on avait déjà à disposition à la maison. Et voilà. Et puis, comment dire, peut-être que, mine de rien, des oiseaux qui chantent le matin, s'arrêter pour regarder un peu le détail et la nuance, c'est peut-être un peu ce qui manque en ce moment, non ? On s'est rendu compte aussi pendant le confinement que les gens avaient besoin de cette nature et finalement rester entre quatre murs toute la journée, ça a fait plus de mal que de bien pour beaucoup de gens au niveau psychologique cette fois-là. Et ça a aussi été un moyen de se reconnecter avec cette nature, le comptage des oiseaux, ou au moins les observer, voir ce qui se passait par la fenêtre, là où on ne pouvait pas aller. Et d'ailleurs, on a vu, Florian, tu connais pas mal avec les jeux vidéo, on a vu pas mal de jeux vidéo en monde ouvert qui ont été très appréciés pendant ces périodes-là aussi, parce que justement, les gens avaient besoin de s'évader un peu. Et l'ornithologie, c'est un moyen de s'évader. Animal Crossing, on a eu le Zelda Breath of the Wild à la même période aussi, on a eu ce genre de choses, où effectivement, c'était du monde ouvert, c'était des endroits où on pouvait s'échapper un petit peu. Prendre l'air. Voilà. Et c'est l'occasion de faire plein d'articles sur les oiseaux dans le jeu vidéo par la suite. Voilà. On va revenir un petit peu sur les résultats, puisqu'il y a eu le bilan des 10 ans, comme vous l'avez dit, qui a été organisé, comme tu l'as dit, Laurent, qui a été organisé. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce premier bilan ? Est-ce qu'on a des tendances qui sont intéressantes par groupe d'espèces, par espèce, voire ? Alors, la première chose, parce que c'était une première en termes d'analyse sur un dispositif, encore une fois, grand public, avec... Même si on a vu qu'il y avait des contraintes, entre guillemets, puisqu'il y a une forme de protocole, n'empêche que ce n'est pas aussi contraint que ça pourrait l'être. C'est ouvert, il y a moyen de déroger aux règles. Il y a donc il y avait une dimension un peu R&D à explorer ce jeu de données pour la première fois. Et donc, il était, et on a ce luxe-là en vérité, de pouvoir comparer les résultats qui sont sortis de Oiseaux des Jardins à d'autres dispositifs. Première grande leçon, c'est un jeu de données qui tient la route. Okay. C'est-à-dire qui dit non mais je regrette, mais dès lors qu'on publie, je rappelle qu'on est en partenariat avec le muséum sur ce projet, et pas que celui-là d'ailleurs, mais notamment celui-ci, et que quand on publie des résultats, des chiffres, etc., c'est qu'on est à peu près sûr de notre coup, en tout cas, autant que faire se peut. Et donc, en effet, un des premiers réflexes a été de se dire, regardons ce que dit le stock, ce que dit le choc, ce que disent éventuellement d'autres choses, pour voir si on a les mêmes signaux, selon le jargon, c'est-à-dire pour une même espèce, les mêmes tendances ou pas, etc. Bon. Dans les grandes lignes, tout ça est raccord. Et donc, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, on a les mêmes signaux qu'ailleurs, donc ça va pas bien.
pour les oiseaux de façon générale. Voilà, c'est ça la vérité. Donc évidemment qu'il y a des espèces qui s'en sortent, toujours. Mais alors après, bon, on peut faire le catalogue espèce par espèce, etc. Et encore dans le bilan des 10 ans que vous avez sans doute vu, on n'a pas tout mis. Mais il y a une petite communauté d'espèces qui s'en sort plutôt bien et qui sont, et vous me dites si c'est pas clair là ce que je vais dire, mais qui sont plutôt considérées comme des espèces généralistes. Ouais. C'est-à-dire qui n'ont pas d'exigences écologiques très resserrées, très étroites, qui n'ont pas de niche écologique vraiment exiguë. Et donc, c'est en gros des oiseaux, des espèces plastiques qui se satisfont de tout un tas d'environnements, y compris des trucs plus ou moins artificialisés, de l'urbain, du périurbain, etc. A contrario, les espèces qui ont tendance à décliner aujourd'hui et depuis longtemps sont des espèces qui sont un petit peu plus exigeantes, donc spécialistes. Donc, alors, soit de milieux ouverts, soit de milieux forestiers, soit de zones humides, soit, enfin, que sais-je, soit des spécialisations alimentaires. Donc, les insectivores aussi, de façon générale, ont tendance à régresser. J'élargis un peu le débat là, mais parce que derrière ça, il y a des grands mouvements, enfin, il y a des grandes pressions, ou du moins, il y a des activités humaines qui impactent massivement et à large échelle et comment dirais-je, et depuis longtemps, et on peut même imaginer que ça va encore durer. Donc, sur le temps long et à large échelle. C'est ça, en fait, hein, le vrai sujet. Avec en creux, ou pour éclairer ça, moi, je trouve que on l'entend pas assez, je trouve, on le dit pas assez, mais de façon générale, ce qui tue la biodive, c'est la simplification. C'est-à-dire simplification des paysages, simplification des pratiques. Ça se traduit par quoi dans les systèmes agricoles? Agrandissement des parcelles, monoculture, etc. En forêt, pareil. Hein. Et ça, en fait, la perte de la complexité, la perte de l'imbrication des paysages à des échelles spatiales différentes, etc. Ben, tout ça, en fait, on perd de la biodive. Voilà, on perd de la complexité, donc on perd de la biodive. Et en fait, je trouve qu'on peut résumer assez bien cette érosion de la biodive par un réflexe, en tout cas des pratiques qu'on a de simplification. Voilà. Ça coûte moins cher de faire des grandes parcelles, ça coûte moins cher de balancer de la chimie plutôt que de jouer avec... vous voyez où je veux en venir. C'est un peu d'actualité par ailleurs, mais voilà. Voilà ce que disent ces suivis où on essaye d'impliquer les gens aussi parce qu'on en profite pour expliquer tout ça au passage. Bien sûr. On essaye de ne pas se contenter du simple constat, même si des fois on se dit qu'on est un peu... c'est compliqué de pouvoir être impactant, mais en tout cas, l'idée, c'est de pas se contenter du constat, c'est d'essayer d'expliquer pourquoi que quand des insectivores s'effondrent, bah oui, c'est qu'il n'y a plus d'insectes à manger. C'est aussi simple que ça. Pourquoi il n'y a plus d'insectes? Ben oui, un peu tendance quand même à utiliser un certain nombre de produits qui ont été pensés, conçus pour tuer les insectes. Donc, on en revient toujours un peu au même. Je veux dire, au bout d'un moment, mais oui, mais parce qu'en fait, il n'y en a pas tant que ça de pression vraiment qui compte. Vous voyez ce que je veux dire? On peut dire, oui, les chiens sur la plage, c'est pas bien parce que ça dérange les oiseaux. Et évidemment, on a ce discours-là. Mais en vérité, ça concerne une fraction des populations, c'est quelques individus, etc. Quand vous pensez que la France est couverte à 50-55% de surface agricole utile, c'est-à-dire de foncier dédié à l'agriculture. Qu'il y en a 30% qui sont dédiés à la forêt, mais à la forêt de production. Ok. Ouais, ça fait 80-85% du territoire où en fait, quand il se passe un truc qui ne va pas, ou qui, en tout cas, qui est, quand je dis qu'il ne va pas, c'est un point de vue, quelque chose qui va être toxique ou nocif pour le vivant, c'est juste énorme. Oui, et puis après, rajouter à ça les agglomérations et on a le compte du territoire. Et dans le reste, en fait, c'est de l'artificialisation, en effet. Voilà. Donc, alors évidemment, il y a des espaces protégés, évidemment. Il y a, des tas de lois qu'on voit émerger, enfin des dispositifs, du réglementaire pour essayer de contrecarrer, etc. Mais les mouvements de fond,
faut revenir à ces grosses masses-là. Voilà, c'est Mm. tout. Il faut revenir à ces masses-là, et ces masses-là, elles disent, voilà. Alors, il y a quelques espèces très intéressantes dans le bilan de suivi. Il y en a notamment une qui est le chardonneret élégant, qui est connu de presque tous nos auditeurs et toutes nos auditrices. Il y a peut-être des gens qui découvrent ce podcast avec cet épisode, et on les salue bien sûr, qui est en augmentation de 83%. L'abondance du chardonneret élégant est en augmentation de 83%. Alors comment on interprète ce chiffre plus 83%? Et je voulais revenir là-dessus parce que c'est un cas un peu particulier, celui du chardonneret. Alors, le chardonneret, mais puis le cas se pose de façon générale pour les granivores. Le cas du chardonneret, donc comme je viens de le dire, c'est un granivore. Ce qu'on suspecte, et ça a été montré un peu dans une thèse, d'ailleurs une thèse de 2018 avec les données de Oiseaux des Jardins, qui a montré quand même que précisément on assistait à des reports des granivores en hiver vers les jardins, ou du moins vers les lieux où il y a de nourrissage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces oiseaux-là, c'est normalement des oiseaux qui occupent les systèmes agricoles et qui s'alimentent tout l'hiver sur des plantes adventices, donc des graminées qui accompagnent les cultures. Bah oui, sauf que même ça, ça devient compliqué à trouver et dans les systèmes agricoles. Et donc, ce qu'on avait commencé à détecter, c'est que en périphérie des grandes matrices agricoles, là où on a des jardins qui nourrissent, etc., il y a un report des oiseaux. Pas que le chardonneret, d'ailleurs, les pinsons aussi. Il y a un report vers cette source d'alimentation de substitution. Alors, youpi, 83%, mais pas youpi du tout, parce que ça veut dire que, comment dire, ça veut dire qu'il y a confère à la discussion précédente, il y a des hectares, des surfaces considérables qui deviennent de moins en moins attractives, accueillantes, et qui se stérilisent au fond. Et puis par ailleurs, alors même si dans le cas du chardonneret, puis c'est le cas du coup de pas mal de granivores, entre l'hiver et le printemps en France, pour le même coin de France au fond, on n'a pas forcément les mêmes oiseaux alors qu'on a les mêmes espèces. Vous pouvez avoir des chardonnerets au printemps dans un jardin, vous pouvez en avoir l'hiver dans le même jardin, c'est pas forcément les mêmes. Et c'est même à coup sûr pas les mêmes. Et c'est pas les mêmes populations non plus, en fait. Ça veut dire que l'hiver sont des oiseaux plutôt du nord de l'Europe, on va le dire comme ça, qui viennent passer l'hiver chez nous. Et au printemps, ce sont des oiseaux locaux qui ont pu être en mélange ou qui eux-mêmes ont pu descendre un petit peu plus au sud. En réalité, les tendances stock, c'est-à-dire les tendances au printemps sur le chardonneret, elles sont catastrophiques. C'est un oiseau qui est en train de régresser en tant que reproducteur en France. Et par contre, on constate un accroissement en hiver, mais encore une fois sur des populations différentes, mais pour des raisons, de mauvaises raisons, c'est-à-dire que ne trouvant plus assez à se nourrir dans les systèmes agricoles, se reportent en clair sur les mangeoires, pour le dire vite. Alors, c'est évidemment sans doute beaucoup plus compliqué la réalité, la vraie, mais n'empêche que ce sont ces signaux-là qui ressortent des suivis qui sont réalisés. Et donc des données que les volontaires et d'Oiseaux des Jardins et des programmes, des autres dispositifs collectent. On va parler de ces programmes. Voilà. Donc, vous voyez, derrière, il y a des chiffres et puis il y a qu'est-ce qu'on en dit et qu'est-ce qu'il y a en creux derrière. Et au passage, pourquoi il convient de connaître un peu la biologie de ces espèces? Parce que, encore une fois, je le répète, les chardonnerets qui s'effondrent au printemps, c'est pas les mêmes que ceux qui semblent augmenter en hiver. C'est pas les mêmes oiseaux, c'est pas les mêmes individus, c'est pas les mêmes populations. Et donc, c'est des problématiques qui sont complètement différentes. Sophie, est-ce que tu as ce genre de programme de sciences participatives organisé en Afrique du Sud? Est-ce que vous avez des suivis comme ça qui sont organisés tous les 6 mois pour suivre les oiseaux en hiver et au printemps, voire peut-être davantage? Eh ben si seulement on avait ça. Non, j'aurais envie de dire oui, mais en fait non. Il y a des programmes internationaux qui sont arrivés en Afrique du Sud depuis quelques temps. Alors le Great Backyard Bird Count, qui est notamment par
Alors, je crois que BirdLife faisait partie de la chose aussi, mais qui est notamment soutenu par Birds Canada, par Audubon. Vous en a parlé dans un précédent épisode. Vous connaissez évidemment le National Audubon Society, qui est en Amérique du Nord, par le Cornell Lab of Ornithology, et tout ça, ça arrive en Afrique petit à petit, et c'est des gens qui vont supporter des programmes de comptage d'oiseaux. Notamment, celui-là se passe en février, il me semble, il y a 4 jours en février, où on encourage la population locale à compter les oiseaux dans son jardin ou autour de chez eux en règle générale, pas seulement jardin. Et ça donne des données qui sont utilisées après pour la science au maximum, mais ça fait pas très très longtemps que c'est arrivé en Afrique et en Afrique du Sud. C'est quelque chose qui est récent du coup? C'est assez récent. Alors, il y a quand même des ornithologues en Afrique du Sud, mine de rien, hein, ça existe aussi. Nous en avons une d'ailleurs au micro. Oui, de temps en temps. Quand j'enregistre pas d'épisode avec toi, du coup. mais malheureusement, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas vraiment de programme à l'échelle de l'État même. Il n'y a pas de programme comme ça. Alors, il y a des programmes à l'échelle des universités. Si vous connaissez l'université de Cape Town, UCT, qui a un programme comme ça, mais qui est restreint sur une trentaine d'espèces et qui est basé aussi sur de la science participative, qui s'appelle le CAR, qui est le Coordinated Avifauna Road Counts. Et ce truc-là, donc, ça demande aux gens, ça les répartit en petits groupes et ça leur demande d'aller visiter une zone particulière et de faire un compte. Et donc, ils sont mis avec des gens qui s'y connaissent déjà et qui peuvent les aider à faire un comptage correct. Donc on est voilà. Mais c'est plus ou moins l'une des seules choses qu'on a en Afrique du Sud, malheureusement. Qui est faite en Afrique du Sud. Si je peux me permettre, il y a un dispositif quand même en Afrique du Sud qui fait école par ailleurs à l'échelle du continent, ou qui est en train de se déployer, c'est le SABAP quand même. Alors ils ont essayé, mais c'est pas encore. Non, mais bref, je ne vais pas plus loin, mais c'est un sujet que je connais un petit peu par ailleurs. Mais c'est quand même un dispositif à l'échelle du pays et des pays limitrophes d'Afrique australe par ailleurs, qui mobilise une communauté de volontaires, etc. Donc en clair, c'est un atlas des oiseaux d'Afrique du Sud. Et le protocole est quand même extrêmement light. Mais il y a un protocole malgré tout. Voilà. Alors c'est très très light, on aimerait bien quelque chose qui est un peu plus développé, c'est vrai. Et puis après le sabbat, alors il y a eu deux occurrences du sabbat précédemment. Il y a eu deux, ouais. Voilà, il y a eu 2 phases et il me semble qu'il y a eu un article publié dans BirdLife il y a quelques années déjà qui disait qu'ils étaient un petit peu tristes de ne pas avoir grand-chose de plus que ça pour vraiment avoir un suivi des populations d'oiseaux. J'ai envie de dire beaucoup plus proche de la réalité que ce qu'on a actuellement. Malheureusement, on a à peu près un peu plus de 800 espèces d'oiseaux ici et ça fait beaucoup sur un territoire qui fait à peu près 3 fois la taille de la France. Vous imaginez le nombre de personnes qu'il faut pour arriver à suivre toutes les espèces d'oiseaux et surtout dans tous les milieux qu'on a ici qui sont très 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 diversifiés parce qu'on a de la montagne, on a du coastal, on a de la mer, on a des forêts, on a aussi des forêts tropicales, on a des déserts, on a plein de trucs différents et du coup c'est un peu compliqué de suivre tout ça de manière efficace et de voir les espèces en déclin ou les espèces qui s'en sortent bien. Et donc bon, on aimerait quand même quelque chose d'un petit peu plus substantiel. Et malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas énormément de trucs. Bon. Peut-être dans l'avenir, j'espère. Alors, on a parlé des programmes de sciences participatives, du coup. Est-ce qu'il y en a d'autres en France, mis à part ces comptages d'oiseaux des jardins, Laurent? Oui, il y en a plusieurs. Alors, je vais commencer par les oiseaux parce que c'est le sujet que je connais le mieux et sur lequel on est de fait impliqué. En gros, donc au-delà d'Oiseaux des Jardins, qui est un dispositif vraiment destiné à un public très large et sans, on ne demande pas de CV, quoi. Il n'y a pas de souci. Il existe en fait deux dispositifs qui commencent à être anciens. Enfin, qui ont pour l'un une trentaine d'années, pour l'autre une dizaine d'années. C'est le suivi temporel des oiseaux communs. Donc, c'est la pierre angulaire quand même des dispositifs oiseaux et biodives en général
de par son antériorité et le fait qu'il produit des indicateurs relativement mûrs sur voilà, l'état de la vie faune commune, encore une fois. Donc le stock, c'est une trentaine d'années. Le choc, c'est son équivalent en hiver. Donc, rappelons-nous la question précédente, c'est-à-dire que le choc peut suivre les mêmes espèces que le stock, mais pas les mêmes populations. Donc, c'est des problématiques, encore une fois, de biologie qui sont assez différentes. Ensuite, il y a un dispositif qui est en fait le plus ancien en France, peut-être en Europe aussi, je ne sais pas trop, là je m'avance peut-être un peu, mais en France c'est le plus ancien. C'est le comptage, c'est le recensement annuel des oiseaux d'eau hivernants, donc le piloté au niveau mondial par Wetland International et donc coordonné en France par nous-mêmes. Ça, c'est une date dans l'année, le 15 janvier. Au passage, nos collègues de BirdLife South Africa participent aussi. Ça, c'est tout le flyway, en fait, pour ce qui nous concerne. Wetland, en fait, petit zoom sur ce recensement. En fait, il vise à recenser au 15 janvier, partout sur la planète, les oiseaux d'eau, c'est-à-dire canards, limicoles, grands échassiers, que sais-je, bref, pour avoir une photographie au même moment. Et donc avoir une idée de la taille de population mondiale, mais par flyway. Quand on dit flyway, c'est le quartier d'orange de la planète, vous voyez l'analogie, dans lesquels les oiseaux se déplacent entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, ou entre l'hémisphère sud et l'hémisphère sud. Parce que quand on est sud-africain, on a des migrations intra-africaines à gérer et des migrations, et des migrations inversées. Donc la logique des migrations en hémisphère sud est bien plus compliqué qu'en hémisphère nord, en fait. Mais bref. Mais c'est très marrant. Et c'est plus coloré. C'est vrai. Mais ça dit, on a deux autres par chez vous aussi qui arrivent de temps en temps. Mais je sais bien. Pour l'anecdote, il m'arrive d'aller faire des transects reliés en Afrique du Sud dans le cadre des programmes. Dans le cadre des programmes de BirdLife sur les espèces sensibles du flyway. Donc, bref, voilà. Donc, le wetland, ça date des années 60, les premiers recensements. Et puis, aujourd'hui, c'est là encore un dispositif assez mature. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en France, c'est tous les hivers, enfin, chaque 15 janvier, 1500 personnes qui participent. Et ça, c'est une série très, très longue, du coup, maintenant, qui dit beaucoup de choses sur l'état de santé des oiseaux d'eau. Voilà. Ensuite, on anime, nous, à côté de ça, un observatoire sur les rapaces communs. Donc les rapaces diurnes communs. Donc là aussi, l'objectif, c'est combien de buses, de cresserelles, d'autours, d'aigles beauté, de circaètes, etc. En France. C'est pas un exercice simple, vraiment pas. Mais bon, on y arrive. Et c'est important, hein, là pour le coup, ce sont des oiseaux qui sont en sommet de pyramide, fin de chaîne trophique. Et là aussi, c'est pas inutile de les suivre de près. Parce qu'ils nous disent plein de choses sur ce qui se passe dessous. Voilà. Et puis, j'en oublie sans doute, mais depuis, un quand même intéressant. Là encore, il y a 2 ans, 3 ans, on a mis en place un protocole totalement inédit avec l'OFB, l'Office français pour la biodiversité, pour quantifier les populations d'anatidés et de limicoles nicheurs en France. C'est-à-dire, pour être plus précis, les canards, qu'ils soient de surface ou plongeurs, et les limicoles. Donc, on est en limite de répartition sud pour ces espèces-là, à l'échelle de l'hémisphère nord. Hein. Plutôt des oiseaux soit vraiment arctiques, soit de latitude un petit peu plus septentrionale. Mais malgré tout, il y a des populations nicheuses en France qui vont très mal. Courlis cendré, vanneau huppé, barjac noir, ce type d'espèces-là. Donc, on a mis en place un protocole ad hoc, très honnêtement, pas du tout grand public, autant pas se mentir. Hein. Mais voilà. Un petit peu cryptiques de temps en temps aussi, qui ne sont pas forcément faciles à reconnaître. C'est un peu plus touchy, ouais. Tout à fait. Mais avec un plan d'échantillonnage assez compliqué, tout ça. Donc, mais peu importe. Et donc là, on est en train d'analyser ces données-là. Donc, on aura là pour le coup un premier jalon. L'idée, c'est de répliquer ça tous les 6 ans. Alors, pourquoi 6 ans? Parce que ça correspond à des exercices demandés par l'Europe aux États membres, que de faire le reporting, en bon français, le rapportage des populations d'oiseaux, mais pas que,
de mammifères, d'habitats, de flore, etc. Bref, c'est des exercices qui s'inscrivent dans le cadre des directives oiseaux et directives habitat faune-flore. Voilà. Et donc, pour pouvoir faire ces rapportages, à un moment, il faut bien qu'on ait des thermomètres. Voilà. Absolument. Et puis, on a Epoch aussi. Ouais, et il y a Epoch. Alors, Epoch, c'est un exercice. Enfin, ça, c'est un truc un peu exploratoire qu'on avait lancé dès 2017 et puis qu'on a consolidé dans le cadre d'un autre programme, mais je ne m'étale pas, à partir de 2020. Donc, en partenariat également avec nos collègues du muséum, là, du CESCO. Et en fait, l'idée, là, la question à laquelle ça répond, c'est quelles sont les tailles de population d'oiseaux communs? Comme si on se disait, il y a combien de bulbules encore les bulbules, il y en a 3, je crois, en Afrique du Sud, mais il n'y a que 3 espèces. Mais, bref, combien, en prenant, j'en sais rien, celui du Cap, combien il y a de bulbules bref, voilà. Et donc, pour ça, ça veut dire forcément des stratégies d'échantillonnage. On ne peut pas être exhaustif, évidemment. Et donc, Epoch, ça a été un plan d'échantillonnage très particulier, un protocole très particulier. Et une thèse qui s'achève en septembre. Donc, on a des chiffres pour une 60aine d'espèces. Donc, le merle, la fauvette à tête noire, enfin, des espèces très banales, très communes, mais qui sont toujours mal évaluées. Voilà. Et puis, très honnêtement, il y avait un petit challenge intellectuel à imaginer un protocole nouveau. Donc, voilà. Et ça existe aussi, ça fait partie du jeu. Donc, mais, on aura, je pense, l'occasion de commenter les résultats dans le courrier de la Sterne. Du coup, ça sortira. Volontiers. Officiellement, alors il y a des papiers qui sont soumis là, qui sont en cours de review, mais à l'automne, quoi, je pense, ou toute fin d'année. Enfin voilà, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Sophie, même question que pour Laurent, parce que là on a parlé de sciences participatives avant, mais maintenant on parle de programmes beaucoup plus considérés pour les experts. Est-ce que vous avez ça également aussi en Afrique du Sud? Est-ce que vous avez les mêmes protocoles? Est-ce que vous en avez d'autres? Du coup, comme l'a souligné Laurent, Wetlands est pas mal utilisé dans ces cas-là aussi, mais j'ai pas... Alors, ma propre expérience, après c'est peut-être justement, mais j'ai pas rencontré beaucoup de gens du grand public qui s'y intéressaient. Après, c'était surtout plus des experts dans ces cas-là pour l'Afrique du Sud. Mais après, j'ai pas, à part les gens directement des universités même qui ont peut-être un entourage, qui ont des gens qui connaissent ou quoi, ou des gens qui vont faire ringing, qui vont baguer des oiseaux et qui du coup vont faire oui, autant pour moi des fois les mots français. Et qui vont du coup avoir des gens autour d'eux, que ce soit des étudiants, que ce soit des gens qui ont envie d'apprendre à baguer, parce qu'il y a aussi un certificat pour ça, et qui du coup vont aider à recenser des espèces. Mais à part ça, on n'a pas grand-chose de très spécifique. Malheureusement, c'est pas super développé par chez nous. J'aimerais que ce soit un peu plus. Alors ces programmes du coup, ils sont réalisés selon diverses méthodes. Et là on va repartir sur les méthodes parce qu'on a l'indice ponctuel d'abondance, les transects, les quadras. Comment finalement on choisit la méthode qui est utilisée, Laurent? Ça c'est la question qui fâche. Alors, ouais. En fait, ce que tu viens de décrire, au fond, ce sont des techniques. Okay. Si on se met d'accord sur les concepts, il y a en fait un protocole, il répond à un certain nombre de questions, mais finalement, si on peut faire une analogie, c'est une sorte de scénario qui va faire appel donc à des techniques et puis à un déploiement spatio-temporel de ces techniques. Si je peux ça constitue le protocole. Donc, en fonction de la question qu'on se pose, on peut faire appel à du transect, à du point, à du quadra, à que sais-je. Très honnêtement, il y a aussi
des notions culturelles ou d'habitude. En France, on fait énormément de points d'écoute. C'est pas le cas, c'est pas le réflexe des anglo-saxons qui font plutôt du transect ou du spatial, du territory mapping ou des choses de ce type. Mais en France, on fait énormément de points d'écoute. Et je sais pas pourquoi. Voilà, parce que ici, la culture d'écouter les chants d'oiseaux, en fait, c'est pas du tout la même. Ici, les gens, ils enregistrent pas spécialement les chants d'oiseaux, ils se repèrent pas à ça, ils regardent plutôt. Ouais. Donc, on est à la jumelle, on est à ce genre de choses, mais on n'est pas du tout. Voire même, on est au drone des fois, parce que pour compter les populations de manchots, par exemple, on arrive avec des drones par au-dessus. Alors, on essaie de faire en sorte qu'ils fassent pas trop de bruit, de préférence, mais tu arrives par au-dessus et tu fais comptage par image. Mais on est vraiment avec du visuel, pas sur de l'auditif. C'est marrant. C'est hyper intéressant. Donc en fait, pour finir, un bout de réponse, parce que c'est pas une réponse évidente, mais typiquement, si on reprend l'exemple d'époque, on se dit, on veut savoir combien il y a de rouge-gorge en France. Ok, impossible de savoir combien il y en a en se disant, on envoie des gens les compter un par un. Impossible. Illusoire. Je ne finis pas cette phrase. Donc, forcément, il faut faire de l'échantillonnage et donc on aura un chiffre qui sera une sortie de modèle. Voilà. Donc une réalité, en tout cas une fourchette, un min, un max, mais voilà. Et donc pour ça, on a besoin d'aller échantillonner tous les habitats possibles, d'avoir plein de réplicas, et puis, de répéter ça plusieurs années consécutives, et puis au sein de chaque unité d'échantillonnage, de répliquer ça dans le temps, sur la période de présence de l'espèce, bien sûr, mais sur un même recensement. En clair, à l'époque, c'était 3 fois 5 minutes sur le même passage et sur chaque point. Okay. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a besoin de mesurer la détectabilité d'une espèce. Et si on prend le cas du rouge-gorge, en fait, il y a un problème. C'est valable avec tout, mais les oiseaux, je pense, c'est sans doute là où c'est le plus abouti. Un oiseau, on peut avoir un observateur et un oiseau, mais à un moment donné, pour qu'il y ait reporting de la présence de l'oiseau, il faut que, l'observateur ait détecté l'oiseau, et pour ça, il faut que l'oiseau se soit manifesté. Il peut être là, ne pas chanter, ou ne pas bouger, ne pas être vu. Voilà. D'où la nécessité de se dire, on va enchaîner 3 fois les mêmes 5 minutes, donc en clair un quart d'heure, pour être sûr ou pour calibrer au fond un indice de détectabilité pour les espèces. En fait, quand on livre un protocole aux observateurs, plus ça va, plus on essaye de l'expliquer, mais en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est pas forcément si trivial, quoi. Ouais. Voilà. Mais parce que la question derrière, c'est combien il y a de rouge-gorge en France. Et pour ça, il suffit pas de dire on en a vu tant sur telle surface, on fait une règle de 3. Ça marche pas du tout comme ça. Et on a besoin de créer des modèles de niche, d'avoir une idée de la détectabilité des espèces, etc., etc. Enfin, c'est suffisamment compliqué pour que ça ait occasionné une thèse. Donc voilà. Et je serais bien en peine de vous l'expliquer, la thèse, mais je vous invite à inviter mon collègue Jean qui est en train de finir sa thèse, qui a fait un boulot assez échevelé. Donc tout ça pour dire, ce sera intéressant. Tout ça pour dire, à chaque question, une technique qui peut être soit vraiment utile et pertinente par rapport à la réponse attendue, mais aussi pour des raisons d'habitude. Voilà, très franchement, il y a un peu de ça. Et puis des fois, on mixe des approches de distance sampling, comme on a pu le faire sur Call Anati dénicheur, avec finalement une logique un peu de point d'ops, donc de point d'écoute, mais avec des oiseaux qui évidemment chantent pas ou se comportent autrement. Donc voilà, c'est vraiment, on a une trousse à outils, et en fonction de la question, on essaye de composer le bon outil. Un scénario qui, on l'espère, va nous aider à répondre au truc. Et puis, juste rebondir sur les drones, évidemment, si pour détecter les outardes ou les busards, on fait appel également de plus en plus aux drones, parce que c'est 1000 fois plus efficace et moins dérangeant pour les oiseaux, en fait. C'est ça. Ça peut être même camouflé, si tu veux, donc ça peut être pas mal aussi. Donc, il n'y a pas de limite. La technologie aide. Justement, je vais rebondir là-dessus parce qu'on a eu l'occasion, Sophie, de parler de nouvelles technologies. On a même parlé d'intelligence artificielle.
Est-ce que c'est des choses qui rentrent en ligne de compte maintenant aussi dans ces programmes? Et puis on fera un petit crochet par Bird Lab aussi, qui avait été une initiative lancée, je crois, par le muséum. Expliquer ce que c'était que Bird Lab et voir un petit peu où ça en était, parce que ça avait été lancé, je crois, il y a quelques années, et depuis on n'en a pas trop à nouveau entendu parler. Quid de ce programme? Avec ce que je connais, bon, évidemment, l'IA, on voit que ça c'est en train de, comment dirais-je, de s'insinuer dans le petit monde de l'étude et du suivi de la biodiversité, évidemment. Nous, à notre échelle, c'est des sujets qu'on explore depuis un petit moment avec des partenariats, et pas seuls, évidemment, sur l'acoustique et notamment la migration nocturne. Parce qu'il y a des tas d'espèces, enfin, quand je dis des tas d'espèces, 80% des espèces et des effectifs en fait migrent la nuit. C'est ça la vérité en fait. Ce qu'on voit la journée, c'est la partie émergée de l'iceberg. Totalement. Et pour une bonne part, donc la nuit déjà ça se voit pas beaucoup, mais en plus c'est énormément de passereaux, de petites espèces, etc. ou d'espèces très cryptiques. Donc on a la chance que souvent ils migrent en groupe ou en petits groupes lâches. Enfin bref, on a souvent la chance d'avoir des cris de contact en fait, et donc ça, avec ça, on sort un peu du brouillard, si j'ose dire. Donc, par contre, ça demande des investigations assez poussées. Et puis, donc, en creux, on est en train de créer des bases de données de cris de référence pour pouvoir entraîner des IA et demain enlever l'humain qui a devant un ordi pendant des heures et des heures à identifier des sonogrammes pour que ce soit plutôt une machine qui le fasse, quoi. Voilà. Et du coup, on a initié avec des collègues du muséum, alors les mêmes que le CESCO et puis d'autres, et puis un bureau d'études spécialisé dans l'acoustique, un programme participatif d'enregistrement de la migration nocturne. C'est la première année, ça se lance en ce moment-là. Donc, incroyable. Voilà. Mais on a mobilisé une centaine de gens aux quatre coins de la France qui, toutes les nuits, alors on a calé un protocole parce qu'il y a quand même là encore, des questions. Donc, c'est pas tout le temps, c'est à des périodes particulières. On leur propose des challenges sur des espèces précises aussi. Alors là, on n'est pas du tout sur combien il y en a et où est-ce que ça se passe. On travaille sur les phénologies. C'est-à-dire, est-ce que la migration, c'est un truc immuable dans le temps ou est-ce que les dates de migration évoluent? Je réponds tout de suite, ça évolue. Depuis quelques années, on les a vus évoluer, les dates de migration et les zones de migration aussi, parce que ça a été très, très... je regardais encore l'autre jour les derniers atlas d'il y a 10 ans et les atlas d'aujourd'hui où on voit les zones de répartition des espèces. C'est pas les mêmes. Ah, c'est drastique. C'est drastique. Il y a un collègue de l'Aube qui parlait de la migration des grues cendrées. Il disait que dans les années 90, début des années 90, c'était généralement aux environs du 15 mars qui était le pic. Ouais. Et maintenant, on est plus aux alentours du 15 février. Ouais, exactement. On a un mois avant. Ouais. Dans ce qu'on vient de dire, il y a deux choses. Il y a des aires de répartition qui bougent. Et après, il y a des patterns de migration qui évoluent indépendamment des modifications de range. Mais il y a quand même les deux phénomènes. Donc bref, il y a ce dispositif là qui s'appelle vol de nuit, donc il mobilise pour l'instant des experts. C'est vraiment très compliqué l'acoustique là. Enfin là, ça demande vraiment. On impose aussi un calibrage du matériel et des micros parce qu'en fait tout ça occasionne des tas de biais, etc. C'est vraiment un autre monde. Donc, mais c'est voilà un peu en mode R&D, mais on pense que ça nous ouvre un champ sur des espèces qu'on ne connaît pas du tout durant cette phase biologique là. Et on continue donc à nourrir une IA pour un jour que moi j'ai des collègues, j'aimerais bien qu'ils fassent autre chose qu'identifier des sonogrammes. Voilà. On leur souhaite. Ah mais ils adorent ça, mais bon, voilà. Sur la détection par télédétection, il y a aussi des chantiers. Enfin, on avait un point ce matin. Voilà, on a des idées. Pour suivre des espèces comme ça où on pense que vu du ciel ça pourrait le faire quoi. Donc bon. Intéressant. Et toi Sophie, du coup, même si on en a parlé dans le courrier de la Sterne d'ores et déjà. Oui, on en avait parlé un petit peu de ces histoires. Moi, c'était pour le manchot sud-africain où tu te souviens, on avait parlé de la reconnaissance visuelle par IA, pour le coup, des individus, cette fois-là, carrément, de manchots sud-africains grâce aux tâches qu'ils ont sur le
le plastron à l'avant, Ouais. qui sont différentes. C'est un peu la marque de fabrique de chaque individu ou comme nos empreintes digitales en quelque sorte. Et donc ça peut être aussi une méthode pour reconnaître non seulement les espèces, mais aussi les individus chez certaines espèces, qui serait pas plus mal pour arriver à faire un suivi des populations, surtout dans des espèces en voie de disparition. Il y a aussi l'individual Voilà. acoustic monitoring qui Il y a qui aussi commence ça. à faire son chemin, notamment chez les pipites, mais chez d'autres espèces. Mais chez les pipites Oui. particulièrement, ça a été bien étudié. Donc, Alors, il y a on plein peut de- aussi supposer que chez les corvidés, ça pourrait être intéressant de monitorer un petit peu à l'acoustique, parce qu'ils ont chacun des sons un peu différents pour se reconnaître les uns les autres, et ça peut être intéressant aussi. Ouais. Donc il y a plein de champs de recherche comme ça, des applications qui commencent à se faire, qui sont pas encore vraiment, qui sont testées et développées, et qui sont pas encore vraiment utilisées partout, mais qui pourraient dans l'avenir être utilisées rapidement. Et puis rien que pour le comptage, si on utilise les images par les drones, par exemple, compter combien on a d'oiseaux dans une colonie sur une image, ça peut aussi se faire par intelligence artificielle. Voilà. Et ça se fait déjà comme ça. Mais par contre, on a toujours un observateur derrière pour venir vérifier que le comptage c'est bien fait, parce qu'il y a des fois, il y a des petits trucs qui se passent pas très bien. Ça reste des intelligences artificielles, c'est pas un humain. Et même si Bah, c'est l'erreur ça. est humaine, c'est pareil pour les intelligences artificielles. C'est ce qu'on avait vu avec la colombe de Geoffroy, qui était cherchée en Amérique du Sud. Je sais pas si tu t'en souviens, Sophie, Oui. avec ces chercheurs qui avaient entraîné une intelligence artificielle à trouver le champ, et puis finalement, ils s'étaient rendu compte que la première fois, ça n'avait pas du tout marché. Donc ils avaient refaçonné leur outil, et ça avait marché sur quelques espèces, mais pas sur Exactement. la colombe telle qu'ils le voulaient. Donc c'est tout un apprentissage aussi qui se fait. Oui, mais c'est intéressant d'avoir comme ça plusieurs. La technologie et un champ de recherche qui de base n'était pas trop ouvert à ce genre de choses, qui Absolument. viennent se mettre ensemble pour créer carrément, c'est pas une nouvelle discipline, mais c'est un nouveau champ de recherche qui pourrait être intéressant, ou aider Un les chercheurs sur élargissement place. des possibilités, absolument. Et oui. Bird Lab, revenons un petit peu dessus, parce que c'est un outil qui avait été lancé il y a quelques années. Quid de cet outil? Alors, c'est un outil du muséum dans lequel, alors très honnêtement, nous on s'est peu impliqués, et qui vise, ou qui visait, mais je pense que c'est toujours d'actualité, mais c'est un outil en fait qui fonctionne très peu de temps en hiver, sur des périodes assez courtes, et qui vise en fait à étudier, c'est presque plus un outil d'éthologie que de Ok. biologie, je sais pas comment le dire, qui cherche à étudier les interactions des oiseaux sur les mangeoires en fait. Et voilà. Et j'avoue que je suis un peu sec sur ce sujet-là. Voilà. Ok, c'est pas très grave, c'est pas très grave. Est-ce que ça aurait pas justement aussi été intéressant pour au niveau de la distribution des maladies qu'on peut avoir à cause des mangeoires aussi? Je pense que ça peut être aussi Peut-être. enfin, une application pratique différente de l'éthologie finalement. Mais ouais, avec la difficulté d'identifier les oiseaux malades, de quoi, etc. Mais À moins qu'ils aient une grosse conjonctivite qui se voit de loin, c'est vrai que ça va être c'est ça. compliqué. Ou un bon gros poxvirus là Ah, Ah oui, qui se voit bien là. qui se voit bien. parlez Mais, pas de malheur. Non. Bon, après, typiquement là sur la veille sanitaire, autant vous dire que depuis les épisodes récents de grippe, il y a quand même des réseaux et des dispositifs de suivi et de surveillance qui fonctionnent quand même. Notamment le réseau des bagueurs. Hein. Parce que eux, ils ont des oiseaux dans les mains régulièrement, et ce genre de choses remonte très vite. Et dès là encore, il y a un signal, on voit passer les messages, soit de conseils sanitaires, soit d'infos, quoi. Donc c'est quand même passe pas beaucoup sous les radars là. On le rappelle d'ailleurs pour ceux qui nous écoutent, hein, si vous trouvez un oiseau blessé, malade ou carrément un cadavre d'oiseau, mettez des gants, essayez d'éviter de le toucher directement comme ça. Et si jamais vous avez un oiseau blessé ou un oiseau malade, appelez les spécialistes, appelez le centre de sauvegarde le plus proche, appelez les vétérinaires spécialisés dans la faune sauvage ou n'importe, mais veillez à bien vous désinfecter aussi après coup, hein, qu'il n'y ait pas de souci pour vous. Je sais C'est plus important. si c'est l'OFB ou la LPO qui a justement un site où on répertorie tous les lieux, tous les centres où on peut amener ces animaux. J'ai un doute, peut-être que Laurent pourra me dire. Peut-être bien les deux. Hein. De toute façon, une recherche rapide sur Google vous donnera Oui. le centre le plus proche de chez vous. Et il y en a pour différents types de faune sauvage. Hein. Il y en a pour des chauves-souris, il y en a pour des oiseaux, il y en a pour des tas de trucs. Donc vous trouverez tout ce qu'il faut Totalement. en ligne.
Typiquement sur le site de l'OFB, mais je pense sur les pages LPO, il y a également des infos en effet sur la grippe aviaire. Vous faites OFB grippe aviaire, je veux dire, c'est l'autorité officielle publique qui est en charge du suivi de tout ça donc peu importe qui à la fin, mais vous trouverez facilement l'information, c'est clair. On va terminer par une dernière question. On va élargir notre spectre et on va se demander ce qui se fait à l'étranger, parce qu'il y a des programmes qui apparaissent aussi à l'étranger. Il y a des techniques qui sont différentes, vous en avez parlé tous les deux. Est-ce qu'on regarde ce qui se fait aussi à l'étranger pour essayer de l'adapter à ce qu'on peut faire dans notre pays, ici en France ou en Afrique du Sud? Est-ce qu'il y a des collaborations aussi qui sont organisées? Des fois, on a parlé de Wetlands, mais est-ce qu'il y a d'autres collaborations plus, on va dire, plus étroites, c'est-à-dire entre 2 voire 3 pays maximum? Oh bah oui, hein, ça arrive régulièrement. Puis notamment pour la recherche, hein, quand vous avez des chercheurs, la recherche c'est international, les chercheurs ils travaillent entre labos, donc quand ils ont besoin de données par exemple, ils se les échangent. Quand ils ont besoin de savoir ce qui se passe dans un endroit, parce que les espèces ne sont pas forcément inféodées à un seul pays, vous pouvez travailler sur plusieurs pays en même temps pour avoir une vue assez globale d'une espèce, donc ça c'est important aussi. Donc vous allez travailler avec les chercheurs qui sont dans le pays d'à côté pour avoir une vue globale de ce qui se passe sur votre animal. Et c'est normal. Ou si vous avez une espèce migratrice qui, comme on disait tout à l'heure, qui passe dans un couloir de migration, qui du coup traverse plusieurs pays, vous avez envie de travailler avec les gens par chez qui elle passe ou chez qui elle va arriver, et du coup dans ces cas-là vous avez besoin de faire des collaborations internationales, donc c'est normal. Mais là c'est généralement des collaborations qui se font entre labos et entre chercheurs plus souvent. Mais oui, c'est très courant. Laurent, du coup? Oui, enfin, je plus sois. Évidemment, il y a des collaborations. Après, pour illustrer ça, le stock, d'ailleurs, Oiseaux des Jardins aussi, mais on n'en est pas encore là. Mais le stock, c'est un protocole. Alors, disons, c'est le suivi des oiseaux communs existe quasiment dans tous les pays d'Europe, d'Europe de l'Ouest, en tout cas. Avec des nuances méthodologiques, peu importe, mais à la fin, ça produit les mêmes indicateurs, les mêmes trucs. Et tout ça est consolidé au niveau européen avec un stock européen, avec les mêmes indicateurs, c'est-à-dire, si vous avez ça en tête, les communautés agricoles, des milieux urbains, les forestières, les généralistes. On retrouve ces 4 rubriques-là. Vous pourriez y en avoir d'autres d'ailleurs, mais il y a ces 4 communautés-là qui sont consolidé au niveau européen. Donc, il y a évidemment des collaborations. Il y a un atlas des oiseaux d'Europe qui est paru il n'y a pas très longtemps. Nous avons livré toutes les listes que nous avions, toutes les données par liste que nous avions et qui ont permis au passage un travail assez intéressant sur des modèles de niche et sur les cartographies qui ont été produites dans ce bouquin. Mais donc oui, le BCC coordonne des choses qui se font à l'échelle du sous-continent en tout cas. Et après, je confirme, c'est selon les sujets, on peut être amené à collaborer avec... là, récemment, dans le cadre d'un live sur un puffin méditerranéen avec nos amis, nos collègues grecs, italiens, espagnols, etc. Enfin, voilà, c'est pas quotidien, mais c'est fréquent et quand c'est nécessaire ou qu'il y a un enjeu ou qu'il y a voilà. Oui, voilà. Pas de souci avec ça. C'est sur ce voilà qu'on va se quitter du coup. Laurent Cousy, un grand merci à vous d'être venu dans cette émission, un grand merci à toi d'être venu dans cette émission. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, on a dit beaucoup de choses quand même là, je pense que c'est assez dense. Merci pour l'invitation également. Merci d'y avoir répondu. On rappelle le comptage en ce week-end 25-26 mai, comptage des oiseaux du jardin pour la fin de semaine. Sophie, merci à toi. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Non, on vous mettra les liens si vous souhaitez participer au comptage. On vous mettra évidemment toutes les infos utiles et les liens dans la description. Absolument. Donc n'hésitez pas à aller lire un peu plus si ça vous intéresse et à participer. Exactement, et puis si jamais il y a des questions, Laurent, est-ce qu'il y a des mails, est-ce qu'il y a des réseaux sociaux que les gens peuvent consulter, où les gens peuvent poser leurs questions ?
Ah bah oui, sur je pense les réseaux sociaux de la LPO. Alors je suis pas très au point sur ce qu'on fait, c'est pas moi qui m'occupe de ça, mais je pense que sur le Facebook de la LPO, il y a moyen de poser sa question. Et sinon, je pense qu'en cherchant Oiseaux des Jardins, on doit trouver un mail générique qui flèche sur ma collègue qui pilote ça, vers Marjorie. Voilà. Merci à tous et à toutes, chères auditrices, d'avoir écouté ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. On rappelle que vous pouvez retrouver évidemment les précédents épisodes sur YouTube et sur toutes les plateformes de streaming. On rappelle que vous pouvez retrouver Sophie bien sûr sur Twitter @leplumeux. Vous pouvez la retrouver également aux côtés de Julien sur la chaîne Entracte Science et sur Twitch pour aller voir quelques piou-piou dans le jardin lorsque le voisin arrêtera de tondre la pelouse. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous et salut à toutes. Salut!